Mohamed Merah. En mars 2012, ce terroriste a réveillé une peur que la France avait oubliée. Le tueur a frappé 3 fois, tous les 4 jours. Il a d'abord attaqué un militaire à Toulouse, puis 3 à Montauban. Et là, il sort son arme et il lui dit « mets-toi à genoux, mets-toi à genoux ». Et là, sans autre sommation, il tire. Des exécutions qu'il filme pour mieux les revendiquer. Après les militaires, c'est à un sanctuaire qu'il s'en prend, une école juive, où il abat une petite élève, un professeur et ses 2 enfants. Gabriel, il avait encore sa tétine à la bouche lorsqu'il s'est fait assassiner. On l'oublie souvent. Gabriel avait 3 ans. 3 personnes de la même famille sont décédées sur place. J'ai jamais vu des choses comme ça, moi. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. Cet assassinat ne concerne pas que la communauté juive. Tout, absolument tout sera mis en œuvre pour le retrouver. Un homme en noir monté sur un puissant scooter contre lequel l'État va lancer une traque éclair. Le ministre de l'Intérieur et toutes les autorités sont là. Police judiciaire, renseignement, antiterrorisme, justice. Tout le monde est à pied d'œuvre, on installe le soir, c'est vraiment un travail de fourmi. Hein. Le but, c'était de le prendre vivant. Et là, il nous dit non, je ne sortirai pas. J'ai barricadé mon appartement, j'en ai fait une zone de guerre. Sachez qu'en face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort. J'irai jusqu'au bout et si c'est moi qui meurs, ben, tant mieux pour moi, j'irai au paradis. Et si c'est vous, tant pis pour vous. On est allé au bout, du bout de ce qu'on pouvait faire. 7 morts, 10 jours de traque, 30 heures de siège. Le parquet nous appelle parce que un motard a été retrouvé assassiné du côté du gymnase de la cité de l'Erst. Et donc on voit une moto qui est garée le long du gymnase avec un motard qui est allongé sur le dos, avec toujours son casque. Une balle dans la tête. 2 témoins ont aperçu le tueur, un motard lui aussi. Il a tiré 2 fois avant de s'enfuir en scooter. Au fur et à mesure des constatations, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de douille aux alentours du cadavre. Et en fouillant les poches de la personne décédée, on s'aperçoit que c'est un militaire et qui s'appelle Imad Ibn Ziaten. Ce sergent-chef de 30 ans est affecté au 1er régiment du train parachutiste, à 10 km de Toulouse. Sa compagne nous apprend qu'il avait mis en vente, il y a quelques jours, sa moto, et il devait venir rencontrer un acheteur potentiel sur ce lieu de rendez-vous. A priori, on se dirigerait plus vers une altercation qui a mal tourné ou un vol qui a mal tourné. Imad Ibn Ziaten est un militaire bien noté par sa hiérarchie. Il n'a pas le profil d'un délinquant. C'était un homme de cœur, c'était un homme généreux, c'était un homme extrêmement engagé. Et son engagement au sein de l'armée française démontre cela. C'était quelqu'un d'extrêmement ouvert et qui était prêt à servir l'autre. Dominique, dès son arrivée sur la scène de crime, le légiste confirme qu'Imad Ibn Ziaten a bien été tué d'une balle dans la tête. La balle, elle est entrée sur le côté gauche du visage, entre l'œil et l'oreille. Il y a un orifice d'entrée, pas d'orifice de sortie. Et ça s'explique parce que la balle est restée à l'intérieur de la tête de la victime. On la voit ici à la radiographie, c'est cette petite tache blanche à l'arrière du crâne.
elle va être extraite par le médecin légiste et le balisticien, elle est ici cette balle, va dire que c'est une balle de calibre 45 ACP, on parle aussi du 11-43, et le balisticien va dire que l'arme qui a tiré est un Colt 45, modèle 1911, c'était le Colt des Américains au débarquement. Il en est resté beaucoup en France, il a été utilisé pour des règlements de compte dans les années qui ont suivi, mais là, en 2012, c'est une arme qu'on ne retrouve plus beaucoup sur des scènes de crime. Les témoins ont entendu un deuxième coup de feu. Est-ce que l'autre balle a été retrouvée? Non, ni la douille de la première balle d'ailleurs, ce qui veut dire que le tueur les a vraisemblablement ramassés. Il ne laisse aucune trace. C'est donc une enquête pour homicide qui s'ouvre, mais 4 jours plus tard, le tueur réapparaît. Une fusillade meurtrière cet après-midi à Montauban. 2 militaires du 17e RPG ont été abattus en pleine rue par un tireur à scooter. Un 3e homme est dans un état grave. Un tueur au scooter, encore, à seulement 40 km de Toulouse. Et des militaires, une nouvelle fois, pris pour cible. Le drame s'est joué en face de la caserne, devant ce distributeur de billets. Les témoins nous décrivent un homme positionné devant l'entrée du bureau de tabac et qui a fondu sur eux comme la foudre, quoi, et qui les a abattus de manière quasi chirurgicale, les uns après les autres. Seul survivant de la tuerie, Loïc Libert a été touché le premier. Il se souvient d'une seule image. Il me dit, voilà, je tenais ma ceinture de mon pantalon et je ne me souviens plus de rien. C'est la seule image qu'il a, effectivement, de ce moment. Et il a oublié tout le reste puisqu'il est tombé immédiatement. Il a fait un arrêt cardiaque. Loïc Libert a 27 ans. Il se réveillera quelques jours plus tard à l'hôpital pour apprendre qu'il est tétraplégique et que ses 2 camarades sont morts. Abel Chenouf a reçu 4 balles, dont 2 dans la tête. Le militaire de 25 ans était sur le point de devenir papa. Le dernier touché s'appelle Mohamed Legouad. Il avait 23 ans. Il sera blessé grièvement à la jambe droite, il se relèvera, il essaiera de faire quelques pas et le tueur va le poursuivre et va l'abattre dans le dos également. Depuis sa boutique, la boulangère a tout vu. Le tireur qui rattrape le militaire la grippe par le bras et qui en même temps lui tire un coup de feu à l'arrière de la tête. On voit clairement qu'ils ont été abattus et on leur a pas laissé de chance, quoi. On voit des traces d'impact sur tous les corps, au niveau du crâne, au niveau du corps. Cela nous laisse penser qu'effectivement, il peut y avoir des tirs qui sont faits pour empêcher la fuite et ensuite les tirs dans la tête pour finaliser, je dirais, l'acte. 4 militaires français abattus par un motard à 4 jours d'intervalle. Les policiers ont du mal à croire au hasard. Nous constatons donc déjà des projectiles qui ressemblent à du 11-43, à du 45 ACP. Et ensuite, ces projectiles, donc nous les avons comparés aux projectiles recueillis dans la boîte crânienne de la première victime. Et là, nous allons retrouver des micro-stries, des micro-traces en fait, qui vont nous permettre d'affirmer que c'est une même arme qui a tiré les projectiles qui ont atteint la première victime du 11 mars et les victimes du 15 mars à Montauban. Cette expertise balistique permettait à l'enquête de franchir une étape, mais donnait surtout une nouvelle dimension à ces 2 affaires. La situation était donc sérieuse, était grave, et ce caractère totalement inédit de cette agression m'amenait à décider d'envoyer immédiatement une équipe de l'ASDAT à Toulouse. L'ASDAT, l'antiterrorisme. Car si le tueur vise l'armée française, il faut envisager la piste terroriste. L'information remonte au tout nouveau procureur de Paris. L'hypothèse terroriste était effectivement une hypothèse qui pouvait être considérée comme sérieuse.
mais qui n'était pas complètement confirmée. Ça peut être la piste du déséquilibré, ça peut être la piste du règlement de compte privé, mais à cette époque-là, franchement, ça reste au niveau des hypothèses. On n'a pas d'éléments tangibles qui permettent de déterminer laquelle est la bonne. Attentat terroriste ou règlement de compte, ce jeudi 15 mars au soir, le doute plane toujours. Et surtout, la crainte d'une récidive obsède les policiers. Le tueur a déjà attaqué un militaire en civil le 11 mars à Toulouse et 3 autres militaires en uniforme 4 jours plus tard à 40 km de là. Et c'est recommencé. Les militaires ont désormais l'interdiction de sortir dans la rue en uniforme. Le patron de la police judiciaire française prend le premier vol pour Toulouse. On a 4 militaires qui sont atteints, dont 3 morts. Il est tout à fait normal que je descende coordonner au départ les différents services d'enquête. Je prends la décision de faire descendre des effectifs en renfort de Bordeaux et de Paris, spécialisés terreau, mais pas que. Preuve qu'on veut absolument suivre toutes les pistes et surtout faire vite et puis mettre le maximum de moyens sur le terrain. 50 enquêteurs viennent prêter main forte à la PJ de Toulouse. Au QG, les ateliers s'organisent. Une première équipe part à la recherche des caméras de vidéosurveillance et découvre la toute première image du tueur au scooter. Sur l'image du distributeur, on le voit assez nettement. Un individu mesurant 1m75, 1m80, corpulence plutôt athlétique, vêtu tout de noir, casque noir, tenue de moto. On voit que son blouson de moto est croisillonné à l'arrière, comme avec un harnais, comme s'il avait une caméra, comme ont les sportifs de l'extrême pour filmer leurs exploits. Le tueur aurait tout filmé. Mais pourquoi? Pour se repasser ses exploits? Revendiquer ses crimes? On a les caméras de surveillance et de circulation de la mairie de Montauban qui nous permettent de suivre le parcours de fuite, on va dire, de l'auteur. On le voit zigzaguer dans le feu de circulation, prendre énormément de risques. On voit qu'il est extrêmement pressé et déterminé et que c'est un bon pilote. Les caméras perdent sa trace à la sortie de la ville. Les images, trop floues, ne permettent pas de lire la plaque, mais elles livrent un indice. La vue arrière du scooter nous permet de déterminer le modèle, parce qu'il a le feu arrière, un diamant, quelque chose d'extrêmement particulier. Donc c'est un T-Max, nouvelle génération. Les vérifications qui vont être entreprises auprès du constructeur vont établir que ce type de scooter est vendu seulement depuis le 1er janvier 2012, que 32 ont été vendus à des particuliers. 32 propriétaires à appeler d'urgence. L'un d'eux s'est fait voler son scooter le 6 mars, 5 jours avant le premier meurtre. Il s'est fait voler son T-Max 530 et il décrit par un pilote, quoi. Donc par quelqu'un parce qu'il dit il a failli tomber, mais il s'est rattrapé, il dit vraiment c'était un pilote. Mais bon, effectivement, on se dit ça peut coller, quoi. Ce scooter est équipé d'un tracker, un système de géolocalisation, mais ce système, malgré toutes les recherches qui vont être effectuées à plusieurs reprises avec l'aide d'hélicoptères, on ne va pas parvenir à le localiser. Donc on a 2 explications, soit le tracker dysfonctionnait, ou bien il a été neutralisé. Pendant que les policiers contrôlent tous les T-Max, une autre équipe cherche un lien entre les victimes. Les 4 militaires sont tous d'origine maghrébine ou antillaise. Et s'ils avaient été abattus par un activiste raciste? Nous sommes amenés à interpeller des anciens militaires adeptes de l'idéologie d'extrême droite pour vérifier leur emploi du temps, vérifier leur alibi.
Tout le monde est à pied d'œuvre, on reste tard le soir, on essaie de chercher, on va dire, ce qu'on n'a pas vu. Si on fait donc les ateliers témoignages, ateliers constatation, ateliers victimes, ateliers autopsie, ateliers armes. On fait tous les armuriers pour savoir s'ils n'ont pas eu des vols de cartouches. On essaie de repérer les tireurs sportifs. C'est vraiment un travail de fourmi. Ouais. Autre piste de travail, la petite annonce qu'a passée Imad Ibn Ziaten. Le premier militaire tué sur le parking avait mis sa moto en vente sur Internet. Le tueur s'est forcément connecté à l'annonce. Le site transmet à la police une liste de 574 adresses IP. Nous commençons à avoir les retours des 40 opérateurs qui ont été sollicités pour identifier tous ces titulaires des adresses IP qui ont consulté l'annonce du Bon Coin. Auditionner ces titulaires prendrait des semaines. Alors un policier a une idée. Dans son annonce, Imad précisait qu'il était militaire. C'est peut-être en tapant ce mot-clé que le tueur est arrivé jusqu'à lui. Et là, effectivement, en tapant le mot-clé militaire, on arrive bien sur cette fameuse annonce du Bon Coin. Et il y a, a priori, 8 personnes qui se seraient ainsi connectées à cette annonce en ayant tapé le mot-clé militaire. 2 heures plus tard, les titulaires de 8 adresses sont identifiés. L'un d'entre eux s'est même connecté 2 fois. Zulika Aziri, une femme de 55 ans, connue des services de police pour une infraction mineure à la législation sur les chiens dangereux. La PJ ne la place pas dans ses cibles prioritaires, mais transmet son nom à la Direction centrale du renseignement intérieur avec les milliers d'autres relevés pendant ces 2 jours d'enquête. Il y a de tout, il y a un millier d'adresses IP, il y a des titulaires de 1143, il y a des gens qui fréquentent des stands de tir, il y a des militants soupçonnés d'être prédisposés au passage à l'acte par la PJ, des sympathisants d'extrême droite. Voilà, c'est un méli-mélo, un inventaire à la Prévert. Ce dimanche 18 mars, 23 000 noms sont passés au crible du fichier Christina. Le fichier Christina reprend tous les dossiers couverts par le secret défense, puisque nous avons également des dossiers liés à l'espionnage, au terrorisme et autres, et permettent de croiser différents éléments et essayer d'en sortir, ce qui peut être plus saillant que le reste. Le dimanche 18 mars au soir, le renseignement intérieur transmet à la sous-direction antiterroriste la liste des suspects repérés par son fichier. Cette liste doit être analysée le lendemain matin à la première heure. Mais le lendemain matin, la France connaît une nouvelle attaque. Toujours à Toulouse. Cette fois, c'est une école juive qui est visée. Je vois mes collègues qui courent, je les vois avec des gilets pare-balles à la main, des bruits de culasse, tout le monde met son arme en service, ça court, tout le monde part. Et on apprend que c'est l'école aux Zaratora qui a été attaquée. Mais c'est le chaos. En fait, le terme, c'est le chaos. C'est-à-dire que là, que ce soit aussi bien les services de secours que nous, on arrive. La question, c'est par où on va commencer et comment on va faire, quoi. Parce que là, waouh. Sur le trottoir, à côté du portail donnant accès à l'école aux Zaratora, nous apercevons donc le corps d'un adulte au sol et le corps d'un enfant qui, je dirais, à une certaine distance, paraît relativement jeune, de l'ordre de 7-8 ans, quoi. Jonathan Sandler, un enseignant de l'école de 30 ans, est étendu aux côtés d'Arié, son fils de 5 ans et demi. Le plus jeune, Gabriel, est transporté à l'hôpital, où il meurt des suites de ses blessures.
Il avait 3 ans et demi. Ensuite, lorsque nous pénétrons au niveau de la cour de l'école Ozar Hatorah, nous apercevons un cartable au sol, maculé de sang, avec d'ailleurs également une flaque de sang à côté. Le corps de l'enfant est couché à quelques mètres dans le hall. Elle s'appelle Myriam Monsonego. Elle avait 8 ans. C'est la fille du directeur de l'école. Un adolescent de 15 ans a été gravement blessé en tentant de lui porter secours. On est tous pères de famille. Et il n'est pas concevable de ne pas s'imaginer que l'enfant qui gît sur le trottoir ou dans la cour de l'école ne peut pas être le nôtre. Et 3 personnes de la même famille sont décédées sur place. Le président de la République et son cortège arrivent en fin de matinée. Les politiques et les journalistes envahissent l'école, piétinent la scène de crime, compliquent le travail des policiers et l'accès des lieux aux familles. En fait, je ne voulais pas croire ce qui s'est passé. Donc, quand je suis arrivé devant l'école, il y avait beaucoup d'ambulances. Je dis, bon, ils se sont trompés, il est blessé, il doit être gravement blessé, mais tous doivent être quelque part dans une ambulance, etc. Donc, je cherchais. Je rentrais dans l'école et puis je voyais déjà les de salle en salle. J'ouvrais des portes, je voyais des gens en uniforme, etc. Samuel Sandler erre, seul, au milieu de cette foule, quand un homme le prend à part. Et il commence à me parler, et je ne l'écoute pas parce que j'étais dans le déni. Il me parlait de mes enfants, et je ne voulais pas croire qu'ils étaient assassinés. J'ai ressenti une très grande injustice parce que Jonathan était très pieux, très pratiquant, alors que moi je l'étais pas. Je pensais que c'est moi qui aurais dû être à sa place, et encore plus à la place de mes petits-enfants. Cet assassinat ne concerne pas que la communauté juive. Toute la communauté nationale est bouleversée, est à vos côtés. Et sur le territoire de la République, on n'assassine pas des enfants comme ça, sans avoir à en rendre compte. Tout, absolument tout sera mis en œuvre pour le retrouver. 8 jours après Imadi Ben Ziaten, 4 jours après la tuerie de Montauban, le tueur de militaires est dans tous les esprits. Même si les victimes ne présentent pas le même profil, évidemment, nous procédons immédiatement au rapprochement. D'autant que plusieurs témoins signalent que l'individu a pris la fuite sur un scooter. Des dizaines de témoins ont assisté à la tuerie. Élèves, voisins. Et les caméras de surveillance ont tout filmé. Les policiers peuvent très vite reconstituer les faits. Jonathan Sandler est enseignant dans cette école. Donc il vient avant le début des cours et il est présent sur place avec ses 2 jeunes enfants, Arié et Gabriel. Le tireur est arrivé sur son scooter qu'il a stationné à proximité immédiate de l'école. Il a alors extrait de son coffre un pistolet mitrailleur et a ouvert immédiatement le feu sur les personnes qui se trouvaient sur le trottoir. Jonathan a voulu faire taire l'arme, il s'est approché, et donc l'assassin a continué à tirer avec l'arme automatique qui s'est enrayée. Et il est retourné à son scooter pour prendre un simple pistolet. Et puis ensuite, on découvre effectivement ce prolongement de l'horreur
avec l'entrée de l'assassin du terroriste au sein de la cour de récréation, dans ce sanctuaire, qui est normalement une école, et lorsqu'il va effectivement se retrouver avec la petite Myriam Monsonego et l'assassiner d'une balle à bout touchant. Vous voyez un géant parmi des petits-enfants qui, lorsqu'il fait une enjambée, eux, sont obligés d'en faire 3. Le tueur fait ensuite demi-tour et achève ses premières victimes qui agonisent près du portail. Gabriel, il avait encore sa tétine à la bouche lorsqu'il s'est fait assassiner, on l'oublie souvent. Gabriel avait 3 ans. C'est l'horreur, quoi. C'est l'horreur. C'est l'horreur absolue. En parlant, j'ai la chair de poule, parce que je revois non pas ce qu'on peut lire sur un procès-verbal, mais je revois ce que j'ai vu sur les images vidéo. Même si on est un peu blindé après des années de carrière, c'est quelque chose de très dur. Coincer au plus vite l'assassin de ses enfants et de ce père de famille devient l'obsession des 150 enquêteurs qui s'activent maintenant sur l'affaire. Et les vidéos leur apportent un nouvel indice. Des gens qui connaissent bien les motos identifient un T-Max 530. La seule chose, c'est qu'il n'est plus noir, mais blanc. Aucun scooter Yamaha T-Max modèle 530, donc le modèle que l'on recherchait, n'était vendu avec un carénage de couleur totalement blanche. On ne pouvait donc qu'en déduire que ce véhicule avait été repeint. Même scooter, même mode opératoire. Et près des corps, comme à Montauban, des douilles de 11,43. Pour ces 3 affaires, il y a un Colt 45 et un seul qui a été utilisé. Et donc pour le cas de Ozara Tora, nous avons un nouveau calibre, le 9 mm Parabellum, et nous allons pouvoir déterminer qu'en fait, cette arme, c'est une arme de type pistolet mitrailleur, de type Uzi. Une arme de guerre, un tueur au scooter qui assassine des militaires et des juifs, l'acte terroriste ne fait plus aucun doute. On a décidé immédiatement de se saisir. On est clairement face à un acte qui a pour objet de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute sur l'application de cette définition sur ce qui vient d'être commis ce lundi 19 mars à Toulouse. Dominique, la piste islamiste est une hypothèse, mais elle n'est pas encore prioritaire parce qu'en 2012, la France n'a plus connu d'attentats islamistes sur son sol depuis 17 ans, depuis les attentats du GIA en 1995. Oui. En 2012, un attentat reste dans tous les esprits. Il s'est produit 8 mois plus tôt, c'est Anders Breivik, en Norvège, sur l'île d'Utoya, qui a tué 77 personnes et il a fait 151 blessés. Oui, un terrorisme d'extrême droite. Mais si c'était le cas à Toulouse, ça pourrait expliquer que le tueur s'en prenne à des militaires d'origine maghrébine et à des personnes de confession juive. Absolument. Et c'est pour ça que les enquêteurs travaillent sur les 2 pistes, l'extrême droite, l'islamisme. Le tueur a déjà frappé 3 fois tous les 4 jours. Il y a 7 morts. La crainte, évidemment, c'est qu'il recommence. Bah oui, parce qu'il est rapide, il est déterminé, il disparaît aussi vite qu'il est arrivé. Il a une arme de guerre et il sait s'en servir. Alors la police va monter un dispositif exceptionnel dès ce lundi 19 mars. Un PC de crise à la préfecture et autour du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, on peut dire qu'il y a tous les pontes. Il y a toutes les grosses têtes de la police judiciaire et du renseignement qui vont se réunir à 17h autour du procureur adjoint pour faire avec lui le point sur l'enquête. Le directeur central de la police judiciaire, Christian Lotion, Éric Voulmineau, lui c'est le patron de la SDAT, la sous-direction antiterroriste. François Molins, procureur de la République de Paris, a dépêché sur place son procureur adjoint, Olivier Christen, chef de la section antiterroriste du parquet. Ça, c'est pour l'aspect judiciaire.
Bientôt, ils vont être rejoints par Amaury de Haute-Cloque, qui est le patron du RAID. Et puis, il y a Bernard Squarcini, qui est le patron de la DCRI, Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Et lui, il va arriver avec des informations décisives. Dans cette première réunion, le directeur central du renseignement intérieur va me présenter la liste des personnes qui, parce qu'elles font l'objet de surveillance ou parce qu'elles ont été identifiées comme présentant une menace spécifique à l'ordre public, sont celles sur lesquelles il faut faire porter les investigations. On a effectivement des listes de noms, 5 noms ayant une consonance dossier lié à l'islam radical et 5 dossiers liés à l'extrême droite locale. Parmi ces noms, 2 frères, les Mera, Abdelkader, 29 ans, et Mohamed, 23 ans. 2 hommes au casier judiciaire bien rempli. Les frères Mera sont plutôt spécialisés dans les actions de droit commun, réappropriations diverses, petits trafics, ce que l'on appelle l'économie souterraine des quartiers, et qui ensuite connaissent la radicalisation dans un second temps. Abdelkader a été repéré le premier par le renseignement intérieur, dès 2007. Proche des islamistes radicaux depuis cette date, l'homme a passé de longs mois en Égypte pour y étudier le Coran. Mohamed, les agents locaux le surveillent depuis un voyage en Afghanistan, en 2010. Dans une note du 3 mars 2011, ils décrivent un homme cloîtré dans son appartement qui fait preuve d'une grande méfiance. Son comportement est jugé inquiétant. L'homme est ensuite parti au Pakistan, ce qui lui a valu une convocation par des agents parisiens il y a 4 mois seulement. Il a fait bonne impression. Les agents locaux, eux, ont gardé leurs doutes. Les fonctionnaires de police qui avaient opéré cette surveillance à Toulouse vont dire que la démarche, telle qu'ils vont la voir sur les vidéos de Montauban et de l'école aux Aratora, ils disent que vraiment ça ressemble à sa façon d'être. En tout cas, c'est la même corpulence et c'est la même façon de marcher. Troublant, mais pas encore suffisant. On est sur un renseignement qui est étayé par le flair des services de renseignement, mais on n'a pas d'éléments matériels qui nous permettent plus de le taper lui qu'un deuxième ou qu'un sur l'autre liste. Mais le patron du renseignement intérieur arrive avec une autre information. Les frères Mera apparaissent comme étant les fils de Zulika Aziri, titulaire de l'une des adresses IP qui se sont connectées à l'annonce du Bon Coin. Là, on a donc de bonnes raisons d'aller interroger ou cette dame ou ses fils. On a ce fameux lien procédural, indépendamment du ressenti des services de renseignement. Il faut purger cette piste-là, et je dis pour moi, le plus vite possible. Mais à cette étape de l'enquête, on ignore complètement le rôle des frères Mera, leur degré d'implication. On ignore beaucoup de choses sur leur mode de déplacement, leurs moyens de communication, leurs habitudes, leurs relations. On était susceptible de provoquer la fuite d'un complice. Et donc, les avis sont partagés sur le fait de les interpeller très rapidement ou pas. Sans preuve, la garde à vue peut tourner au fiasco. Sans décision, les Mera peuvent repasser à l'acte ou filer. Ce lundi 19 mars au soir, leurs 2 domiciles sont placés sous surveillance. Le parquet se donne jusqu'au lendemain pour décider d'une interpellation. Pendant que la police, le renseignement et la magistrature tergiversent, la France réalise qu'elle vient d'être victime de 3 attaques terroristes, dont une qui a frappé ce que nous avons de plus cher, les enfants. À 2 mois de l'élection présidentielle, la campagne est aussitôt suspendue. C'est une course contre la montre qui s'engage. Le terroriste est toujours en liberté. Et il a peut-être des complices. Pour la première fois en France, les autorités activent le plus haut niveau du plan Vigipirate, le plan Écarlate. 14 unités de CRS et de gendarmes mobiles sécurisent la région.
On a affaire manifestement à quelqu'un qui a passé la vitesse supérieure et qui donc, très rapidement, peut encore passer à l'acte. Il faut y aller, quoi. On peut pas attendre un jour de plus. Lorsque j'arrive au commissariat de Toulouse, donc il y a tous les grands patrons qui sont rassemblés. La première chose qu'on me donne à voir, c'est les images des vidéosurveillance de l'école aux Zaratora. Pour ceux qui n'avaient pas encore compris, ça permet de mettre tout le monde un peu dans l'ambiance et de savoir contre quoi et contre qui on lutte. Alors qu'on est tous réunis, rentre un enquêteur de la police judiciaire qui nous indique qu'il revient d'un concessionnaire moto de l'agglomération de Toulouse. Ce concessionnaire s'est souvenu d'un client qui voulait repeindre un scooter T-Max et qui s'intéressait de manière très insistante au tracker, le système de géolocalisation. Et là, effectivement, il nous dit, voilà, ce serait un certain Mera. Un Mera. Mohamed ou Abdelkader? Le commerçant ne se souvient plus. Mohamed, a priori, correspond mieux parce qu'il est connu pour être un très bon pilote, mais en réalité, on n'en sait pas plus que ça. Et donc, on prévoit de faire les 2 opérations. Reste à préciser dans quelles conditions. C'est trop risqué d'attendre qu'il sorte et de le faire à l'extérieur parce que l'individu est armé. Je demande à ce qu'on ait l'autorisation d'aller le chercher, évidemment, au cœur de la nuit, entre 2h et 4h, 5h du matin, qu'on appelle, nous, les heures profondes, où même les personnes en éveil aux aguets ont, à un moment donné, d'assoupissement. En matière terroriste, on a le droit d'interpeller les gens en dehors de ce qu'on appelle les heures légales, c'est-à-dire entre 9h du soir et 7h du matin, mais il faut l'autorisation d'un juge. En attendant le feu vert du juge des libertés et de la détention, l'opération doit évidemment rester secrète. Mais il faut aussi gérer l'impatience des médias. Les Français découvrent pour la première fois le visage de François Molins. Face à un événement de cette ampleur, il est logique d'expliquer l'ensemble des citoyens français ce qui est en train de se passer. Donc on le fait. Après, on n'est pas obligé de tout dire dans les points de presse. Près de 7800 heures de vidéosurveillance, ne serait-ce que sur la seule commune de Montauban, restent à exploiter. Les enquêteurs doivent vérifier l'ensemble des témoignages. On commence à avoir des éléments et des soupçons qui pèsent sur quelqu'un. Il est bien évidemment hors de question d'aller jeter ça en pâture à l'ensemble de nos concitoyens, mais aussi à la personne suspectée. Tandis que François Molins occupe la presse à Paris, à Toulouse, le PC de crise règle les derniers détails des 2 interpellations. En début de soirée, au retour des équipes de surveillance, celles-ci nous confirment la faisabilité de cette opération. Il est donc décidé de procéder à l'interpellation des 2 frères. Mohamed, le premier, et juste après, Abdelkader. Dominique, le juge des libertés et de la détention autorise le RAID à intervenir de nuit. Le RAID, c'est l'unité d'élite de la police nationale chargée de mener les assauts. Le RAID, c'est un acronyme. Recherche, assistance, intervention, dissuasion. À l'époque, il y a un seul RAID. Il est à Bièvre, à côté de Paris. Et les hommes du RAID vont aller à l'aéroport de Villacoublay prendre un avion militaire qui les emmène à Toulouse. Et pour servir sans faillir, c'est leur devise. Ils partent avec quel équipement ? Ils partent avec cette combinaison noire, inifugée, classique. Une cagoule, donc c'est tout leur matériel. Voilà. Des gants, ce casque avec une visière pare-balles. Le gilet pare-balles aussi, avec tout un tas d'équipements qui est accroché. Ici, il y a une radio. Ici, il y a un casque anti-bruit. Ça doit être très lourd, déjà. Alors, c'est lourd, parce qu'avec le casque, tout l'ensemble, ça pèse une trentaine de kilos. Sans compter les armes. Sans compter les armes. Alors, les armes, c'est le pistolet automatique en dotation au RAID. C'est un Glock 17 qui est ici. Un deuxième pistolet, là, qui s'appelle le backup. C'est un petit Glock, le Glock 26, qui se glisse ici. Et puis, les opérateurs du groupe Effraction, pour casser les portes,
ont ce fusil qui s'appelle le Molotte. Les autres opérateurs du raid qui entrent dans les appartements, eux, ont le fusil d'assaut, le fameux HK G36. Après, il y a d'autres types de matériel. Il y a des grenades flashbang, explosion, lumière pour perturber la personne qui se trouve à l'intérieur de l'appartement. Et puis un radar thermique qui permet de détecter la présence d'une personne à l'intérieur d'un appartement. Dernière chose, les snipers, ils sont postés sur un toit, en hauteur, à côté du lieu de l'intervention, et ils ont ce fusil de précision, regardez la lunette, et ça tire du 7,62. Et ils ont des équipements encore plus lourds. Ils ont des équipements plus lourds, des équipements de protection, ce fameux bouclier qui s'appelle le Ramsès ou bouclier sarcophage, en raison de sa forme. Il est en Kevlar et seulement la partie avant, là, pèse 180 kg. Il est monté sur des roulettes. Ça, c'est pour protéger les colonnes d'assaut. Exactement, Rachid. La colonne d'assaut se met derrière et on avance le bouclier, les hommes sont protégés. Et puis, il y a, Rachid, le Door Raider. Voilà. Ça, c'est un appareil qui permet d'ouvrir les portes. Et comment ça marche? Alors, on le pose ici, on l'a prépositionné, ça au sol, ça appuyé avec les picots contre la porte. On monte cette partie-là. Tenez, je vous donne la télécommande. Ce que certains appellent une poire. Exactement. Là, on pose ça sur la partie haute de la porte. Activez la télécommande. Voilà. L'appareil monte et il a 7 tonnes de poussée. Ça arrache même une porte blindée et quand les portes résistent, ça arrache tout le chambranle autour et tout s'effondre. Tout ça sans évacuer l'immeuble. Évidemment, il faut faire aucun bruit. Entre le moment où la porte tombe et l'interpellation, ça doit prendre 15 secondes. La personne n'a même pas eu le temps de se rendre compte de ce qui lui est arrivé. D'abord, comme toujours, l'ensemble de mes snipers vont se positionner en premier et nous progressons tout doucement. On n'allume pas la lumière pour pouvoir se positionner et les personnels qui sont en charge dits de l'effraction, ceux qui vont mettre en œuvre les moyens pour ouvrir la porte, se mettent en position. Les 2 personnels actionnent un vérin hydraulique qui commence tout doucement à pousser la porte. Il y a toujours des inquiétudes sur les opérations de ce style qui sont toujours très sensibles, mais on ne s'attendait pas à une riposte aussi violente de la part de Mohamed Merah. Il nous a immédiatement insulté, invectivé en disant qu'il avait tué des militaires, qu'il avait tué des enfants et qu'il attendait de tuer des policiers. Mohamed Merah a entrouvert sa porte et tire en continu sur les hommes du raid. Donc il passait la main comme ça, il essayait de tirer vers nous, mais en fait, lorsqu'il tirait dans la cage d'escalier vers la colonne d'intervention dans laquelle je me trouvais, des projectiles du Colt 45 qu'il avait nous arrivaient alors que nous étions à l'angle de sa porte. Par les rebonds qui se produisaient, un petit peu comme au billard, sur le granit, on recevait tous en fait des éclats de chemise, sans comprendre exactement de quoi il s'agissait. Un homme est touché au genou. Le raid riposte pour tenir Merah à distance pendant l'évacuation du blessé. Et là, les coups de feu ont recommencé. Oui, donc vraiment dans le couloir. La colonne d'assaut s'est installée devant la porte des voisines. Et donc là, j'ai entendu des voix qui ressemblaient à des forces de l'ordre juste derrière la porte. Et là, je leur ai dit, nous sommes là et il y a 2 enfants avec nous. Je leur ai dit, bonjour mesdames, nous sommes en opération de police, je réquisitionne l'appartement, on va vous mettre en sécurité. J'ai pas dû être très diplomatique, mais je pense que ce que j'ai dit a été très vite compris. Le patron du raid met la famille à l'abri au fond de l'appartement. Le salon devient la base arrière de l'unité d'assaut. Maintenant, il me reste aussi à gérer 2 choses. Il faut que j'évacue l'immeuble, parce que lui, hélas, il est devant la sortie principale de la porte d'entrée de l'immeuble, mais il y a aussi tous les voisins de tous les étages, y compris les voisins de palier. Et puis, vous avez également la 2e adresse à faire, celle d'Abdelkader, parce que moi, du coup, je suis un petit peu bloqué. C'est la BRI de Toulouse qui va chercher Abdelkader Merah chez lui.
L'homme n'oppose aucune résistance. Rue du Sergent Vignier, en revanche, les tirs continuent. À 5 heures, toute la presse s'agglutine derrière les cordons de sécurité. Il y a eu 20 secondes de suspension, un peu irréelle, dans l'ensemble de l'explication façon saloon qu'on avait le matin avec lui. À un moment donné, alors qu'on est en train de se tirer dessus, je vois sortir une vieille dame avec son cabas à provisions, son imperméable sur le dos, et qui se met sans un mot à traverser donc le champ de tir, c'est-à-dire l'axe entre la porte et nous. Et au moment où elle arrive à ma portée, c'est-à-dire juste derrière le bouclier, mais on est à 1,50 m de la porte de Mohamed Merah. Je l'attrape, je pense qu'elle n'a pas touché terre entre le moment où je l'ai attrapée, je l'ai donné aux opérateurs, et on l'a mis en sécurité à l'extérieur de l'immeuble. Et c'est là où il a vu qu'il y avait un opérateur, un de mes collaborateurs, qui était dans la volée d'escalier et qui était en train d'actionner la poire du vérin hydraulique pour pousser la porte et l'ouvrir enfin. Il y a eu de nouveau une fusillade. Les murs tremblaient, et donc nous on tremblait en même temps parce que la fusillade, on ne savait pas où elle était dans le couloir, donc assez proche. Il y a eu un silence, et là on a entendu le prénom d'un homme du raid qui a été blessé. Et donc, et là c'est le chef, là on a entendu l'angoisse du chef. Là. Un homme touché à l'épaule, déjà 2 blessés. Reclus dans un appartement dont les canalisations d'eau ont explosé, Merah refuse de se rendre. À 5 heures, les forces de l'ordre vont chercher sa mère pour tenter de le raisonner. Il y avait Claude Guéant qui était présent sur les lieux, qui était donc le ministre de l'Intérieur. Et Claude Guéant me dit il faut qu'on aille dire à la presse ce qui se passe. La mère du suspect a été effectivement amenée sur les lieux. Il lui a été proposé de prendre contact avec son fils, de le raisonner. Elle n'a pas souhaité entrer en contact avec son fils, indiquant qu'elle n'avait guère d'influence sur lui. Les services de police vont faire évacuer l'immeuble, couper le gaz. Donc il va falloir faire venir les pompiers avec l'aide d'une échelle, faire sortir tous les habitants de l'immeuble. Et ça, c'est ce qui va prendre quasiment la matinée, pendant ce temps-là, on se tire dessus avec Mohamed Merah qui régulièrement nous prend un parti. Mais au moins ça l'occupe. Et c'est mon boulot que de l'occuper plutôt que qu'il tente un axe de fuite dans des appartements, dans les étages, et que du coup, d'une gestion d'une personne qui est retranchée, on se retrouve avec une prise d'otage sur les bras. Dominique, comment cette opération, qui devait se dérouler en un temps éclair, a-t-elle pu commencer vers 3h30 et s'éterniser au point qu'à 7h du matin, on se retrouve avec 2 blessés parmi les forces de l'ordre, un quartier évacué et un terroriste toujours retranché? Le raid pensait surprendre Mohamed Merah dans son lit, en plein sommeil. C'est raté. Et on a l'explication ici, dans les transcriptions des conversations entre le négociateur du raid et Mohamed Merah. Je les ai toutes lues. Déjà, il revendique les 3 attentats. Il explique qu'au moment où le raid arrive, il vient de rentrer chez lui. Ça fait 1 heure, 1 heure et demie qu'il est chez lui. Il était sorti. Il était sorti. Et là, il leur dit, je suis rentré chez moi, je ne me suis pas couché, j'étais dans mon canapé. Il s'est assoupi devant la télévision et il a entendu le bruit de la porte de l'immeuble. Ça l'a intrigué. Il a regardé sous sa porte, il n'a pas vu de lumière. Il est allé coller son oreille à la porte, il a entendu des bruits, des chuchotements. Et il dit aux policiers du raid, je suis allé chercher mon arme. Et il leur dit, quand vous êtes arrivés, je m'apprêtais à repartir. Merah venait de rentrer alors que son domicile était sous surveillance, mais il y a un énorme raté là. Oui, il a réussi à échapper à la vigilance des agents. Il est sorti en ville, il est allé téléphoner pour revendiquer ces attentats. Il a appelé Al Jazeera, BFM, France 24 a répondu. Et il raconte aux policiers du raid qu'il a fait un montage vidéo de ces assassinats et qu'il est prêt à le diffuser sur Internet. Donc les forces de l'ordre ont bien failli rater Merah, mais maintenant qu'il est cerné, eh bien, il va falloir le convaincre de se rendre. Au départ, il voulait un téléphone portable. Il n'était bien sûr pas question qu'on lui en fasse passer un. Pour être sûr qu'il ne puisse pas lui-même contacter et tenter de sortir, on lui a fait passer un talkie-walkie pour pouvoir parler avec nous. Là, on s'installe
et ils commencent à échanger. Meyrat pose ses conditions. Il veut parler à l'agent du renseignement intérieur toulousain qu'il a déjà rencontré. Demande accordée. Première question, comment tu as fait pour me retrouver parce que je n'ai fait aucune faute? Dis-moi la faute que j'ai faite. Et il dit deuxièmement, je devais te donner rendez-vous pour t'assassiner. À partir de là, le décor était bien planté et ça allait durer un petit moment. Très rapidement, en fait, il est décidé d'enregistrer ces négociations. Et en fait, on entend un individu qui est très calme. J'ai encore sa voix, une voix étrangement calme. Pas un mot plus haut que l'autre, glaçant. Sachez qu'en face de vous, vous avez un homme qui n'a pas peur de la mort. Moi, la mort, je l'aime comme vous aimez la vie. Il se glorifie de ce qu'il a fait. Il n'a qu'un regret, c'est de ne pas avoir fait suffisamment de morts. Il est fier d'avoir mis, je crois que je reprends ces termes, la France à genoux. Je suis certes tout seul en France, vous savez. Je opère tout seul. Mais voilà, j'ai été envoyé par Al-Qaïda, j'ai été entraîné par les talibans pakistanais. Voilà, il y a toute une organisation derrière tout ça, t'as vu. Meyrat a berné son monde et il en est fier. Il raconte en détail comment il a joué aux touristes pour aller chercher un mandat d'Al-Qaïda. Son premier périple en 2010 l'a conduit en Égypte, au Proche-Orient et en Afghanistan. L'année suivante, il s'envolait au Pakistan. Première tentative, il rencontre aucun contact, il arrive à rien, c'est infructueux, aucun responsable d'Al-Qaïda ne veut le rencontrer, donc passage infructueux, il revient en France. Et ensuite, il repart quelques temps après, et là, son idée, c'est d'aller se présenter comme étant un Français en espérant se faire kidnapper pour pouvoir, du coup, être mis en relation avec les responsables d'Al-Qaïda. En réalité, il va croiser des imams, il va croiser enfin la connexion, et là, il va être pris en main. Il a été entraîné au tir, et où surtout, il est reparti en réalité avec un mandat qui est un mandat relativement libre, hein, où il va avoir le choix des cibles, dans le cadre du passage à l'action individuelle qui sera le sien, ce qui est à l'époque assez inédit. On entendait ce qu'il racontait. Il y avait des réseaux, il y avait du Pakistan, il y avait des voyages à l'étranger. Et j'entends le mot DCRI, c'est la première fois de ma vie que j'entends ce mot-là. Je tape DCRI sur Google et là je me rends compte que c'est en lien avec les services secrets, qu'il y a des services secrets qui sont chez moi et qui sont en train de négocier avec le gars en question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette histoire? Les habitantes du rez-de-chaussée sont les seuls à ne pas avoir encore été évacués. Leur sortie est risquée. Les fenêtres sont grillagées. Il faut passer par le couloir qui jouxte l'appartement de Meyrat. Ils nous ont proposé d'être évacués en forme de tortue. Ils nous ont encerclés comme ça, comme dans une évacuation d'otages qu'on peut voir dans les films, quoi. Ils nous ont protégés avec leurs boucliers. J'étais vraiment tétanisée parce que c'est là vraiment qu'on a vu qu'on était comme un état de guerre, quoi. On voyait qu'il y avait tous les CRS et les policiers qui étaient là. 11h30, tous les civils ont maintenant quitté le périmètre. 8 heures déjà que le raid a commencé l'opération. Et Meyrat n'est pas encore prêt à lâcher les armes. Mon idée, c'était de le garder en lien pour commencer à ce qu'une fois que les émotions soient sorties, que la revendication de ces actes soit faite, on puisse commencer à travailler une procédure de reddition. On croit qu'il va se rendre. À mesure des discussions, des échanges, à plusieurs moments, il laisse entendre qu'il est d'accord pour se rendre ou qu'il veut réfléchir à la question. Le raid accepte de lui laisser du temps. Meyrat s'engage à sortir au plus tard à 22h30 et en gage de sa bonne foi, il révèle ses planques. À 13h, sur ses indications, une équipe ouvre ce box à l'est de Toulouse. À l'intérieur, le scooter. Les traces de peinture blanche sont encore visibles. Aucun doute, c'est le bon. Meyrat indique aussi l'emplacement de 2 voitures remplies d'armes et de munitions. La première est garée juste devant son immeuble.
Il avait effectivement un arsenal qui permettait de pouvoir faire énormément de dégâts. Dans la Mégane va notamment être retrouvé un micro-Uzi qui a bien été l'arme utilisée sur les faits à Ozar Hatorah. Il y a également donc une Clio. Et à l'intérieur de cette Clio, là, nous trouvons un pistolet semi-automatique de marque Colt. C'est bien l'arme qui a tiré les projectiles qui ont atteint les victimes du 11 mars, du 15 mars et du 19 mars. Ses armes, son scooter, Mehra livre tout. Et en ce début d'après-midi, les policiers mettent la main sur une pièce maîtresse du dossier. C'est une femme qui l'apporte, une amie de Mehra. La veille, le tueur au scooter a déposé des sacs chez elle. À l'intérieur, une caméra embarquée. Il y a tout dessus. Voilà, il s'est filmé, il a tout filmé. Et donc on a pu retrouver les circonstances exactes dans lesquelles M. Imad Ebziaten avait été abattu. On voit un motard qui rentre sur le parking de la cité de l'Ers. Il garde la moto et très rapidement, il lui demande « mais t'es bien militaire ?» Et là, Imad Ebziaten lui répond « oui, oui ». Et là, il sort son arme et il lui dit « ouais, t'as tué nos frères, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux ». Et là, Imad Ebziaten lui dit « non, mais moi je me mets pas à genoux ». Et là, sans autre sommation, il tire. C'était très important pour la famille de comprendre comment, pour quelles raisons et dans quelles circonstances leur fils est mort. Le courage et la dignité avec laquelle il a fait face à ce terroriste lorsqu'il lui demande de se coucher pour le tuer et qu'il lui dit « je ne me coucherai pas », il est mort en héros, il est mort debout, il est mort en militaire. Sur ces premières images, Mohamed Mehra paraît déstabilisé par l'attitude du militaire. Il est hésitant. C'est-à-dire, il fait répéter plusieurs fois à sa victime « mais tu es bien militaire, tu es bien militaire ». L'autre « oui, je suis militaire ». Comme s'il avait du mal à commettre ce premier meurtre. Et ensuite, je crois que avec le goût du sang, je pense que c'est quelque chose qu'il a manifestement apprécié particulièrement. Et il avait envie d'y retourner. 4 jours plus tard, à Montauban, Mehra n'hésite plus, ni même quand il abat des enfants, de sang-froid. Grâce à sa vidéo, les policiers découvrent que ce matin-là, Mehra avait un autre projet. Il avait prévu d'assassiner 2 autres militaires sur Toulouse, que ces 2 militaires étaient absents de leur domicile. Et par dépit, il s'est rabattu sur l'école Ozar Hatorah. Il s'aperçoit que c'est l'heure de la rentrée des classes, il se dit « ok, j'y vais, je le fais ». Mais c'était pas prévu dans son esprit d'être fait à ce moment-là. C'était parce qu'il voulait pas perdre sa matinée, presque. J'avais jamais vu des choses comme ça, moi. J'avais jamais vu Je pense que c'est vraiment quelque chose qui restera en ma mémoire. Je n'ai pas vu en direct comme des scènes de crime que j'ai pu voir après à Charlie Hebdo ou au Bataclan, mais c'est le fait de voir ça sur un ordinateur portable, à la limite, c'est encore plus déshumanisé et c'est carrément monstrueux. Il doit manifestement éprouver une vraie jouissance. Il est au stand de tir, quasiment, quoi. C'est atroce, quoi. C'est vraiment... c'est fou de voir comment... Et sincèrement, je pense que c'est un homme qui s'est transformé en monstre en l'espace de 8 jours. Face au raid, Mohamed Mehra justifie tous ses crimes. Les militaires, il les a abattus pour venger ses frères morts en Afghanistan. Les Juifs, parce qu'ils tuent des innocents en Palestine, dit-il. Il est comme tous ces individus radicalisés, persuadé d'être en lutte dans une guerre sainte, en réalité. Il ne s'appartient presque plus, d'une certaine manière. Dans son esprit, il est déjà parti.
Dominique, les policiers ont beaucoup d'informations sur le retranché. Mohamed Merah et sa famille sont déjà connus. Oui, Mohamed Merah, il est né le 10 octobre 1988. Il a donc 23 ans. C'est le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Il y a 3 garçons. Abdelkader, donc, qui est en garde à vue. Abdelghani et le petit dernier, Mohamed. Il a 2 sœurs, dont une qui est très radicalisée. Et tous sont d'ailleurs entendus ce 21 mars. Ils décrivent la même chose. Un climat exceptionnellement violent à la maison, depuis toujours. Le père est violent et il est parti de la maison d'ailleurs quand Mohamed n'avait que 3 ans. La maman s'est retrouvée toute seule avec les 5 enfants. Elle a fait appel à un oncle pour l'aider. Et cet oncle menace ses nièces avec un couteau quand elles portent des tenues qu'il considère non adaptées. Il passe son temps sur des télévisions palestiniennes qui montrent des images d'enfants palestiniens qui meurent sous les tirs israéliens. Il a la haine des Juifs et c'est dans cette ambiance que va grandir le petit Mohamed. Et il a été pris en charge par les services sociaux? Il a fait plusieurs séjours dans des foyers. À chaque fois qu'il revenait à la maison, eh bien, il n'avait pas sa place. Sa mère ne tenait pas les promesses qu'elle faisait aux services sociaux en leur disant « oui, je vais m'occuper de mon fils ». D'ailleurs, c'était pire que ça. Elle partait faire des séjours en Algérie sans jamais prévenir personne. Et donc, Mohamed est un petit garçon qui, dès l'âge de 6 ou 7 ans, traîne dans la rue. Une psychologue le décrit comme un enfant triste, agressif, boudeur. La directrice du collège s'inquiète d'ailleurs et elle livrera cette phrase prémonitoire. Mohamed risque de se transformer en un adolescent dangereux au vu de ses capacités intellectuelles. Il n'y a que son frère Abdelkader qui compte pour lui, son frère à qui il voue une admiration sans borne. Et dès l'adolescence d'ailleurs, il multiplie les délits, les vols, les violences et la prison où sa foi grandit. Oui, et c'est là qu'il rejoint le courant du salafisme djihadiste. Mais la même mouvance à laquelle s'est converti son frère aîné Abdelkader quelques années plus tôt, et qui fait un carton dans les cités toulousaines. Bien sûr, et Mohamed regarde en boucle les images d'Al-Qaïda. Il a la haine des Juifs, la haine des policiers. Et à quelle date il est repéré par les renseignements? En 2009, la DCRI sait qu'il fréquente assidûment les cours religieux à la prison. Et il va être fiché S à son retour du Proche et du Moyen-Orient l'année suivante, 2010 puis 2011. Les policiers et la presse sont suspendus à la reddition de Merah. Et pendant que les familles de Jonathan Sandler et Myriam Monsenego enterrent leurs morts en Israël, le chef de l'État se déplace à Montauban pour rendre hommage aux militaires. Je suis venu m'incliner devant le cercueil de ces soldats assassinés. Je suis venu dire à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes, le soutien et l'hommage de la nation. Ils sont dans la sidération, ils sont complètement choqués, en état de choc. Perdre son fils dans ces conditions, c'était surréaliste. Donc effectivement, l'État français, c'était le minimum pour ces jeunes qui s'étaient engagés pour la France et qui ont perdu la vie dans un contexte pareil. Après l'hommage, Nicolas Sarkozy se rend à l'état-major. Le terroriste, retranché dans son appartement, défie toujours la République. Le président s'impatiente. Le déplacement d'un chef de l'État sur une enquête n'est pas habituel. Et évidemment, cela amène une pression toute particulière. L'ambiance était extrêmement lourde. Mohamed Merah va-t-il se rendre, comme il l'a promis, à 22h30 ? Le président le veut vivant. Tout est prêt pour sa sortie. C'est vrai que c'est un espoir qu'on avait, effectivement, où il y a toute une négociation sur les conditions de la reddition, où à un moment donné, de mémoire, il est prévu qu'il doit sortir en caleçon. Tout le monde y croit à cette époque. Dans toutes les procédures de reddition, la personne doit venir le moins vêtue possible, les bras en l'air. J'ai des moyens d'éclairage pour toute la rue pour être sûr que tout se passe correctement. Donc tout est clair, tout a été validé avec lui. À 22h15, les policiers chargés de l'arrestation sont en place. Le négociateur rappelle Mohamed Merah. J'ai décidé de plus me rendre, je peux pas, je peux pas. Ça va
contradiction avec tout ce que je fais et je peux pas me livrer comme ça. Qu'est-ce qui se passe? T'as un problème? T'as une contrariété? Y'a quelque chose qui te dérange dans tout le processus? Non, rien ne me dérange, c'est que je peux pas me livrer comme ça, tu vois. Comme j'ai dit, j'ai pas peur de la mort, sinon j'aurais pas fait tout ça. Et là, il me dit non, je sortirai pas. J'ai barricadé mon appartement, j'en ai fait une zone de guerre. Je sais et je connais vos méthodes d'intervention. J'irai jusqu'au bout et si c'est moi qui meurs, ben, tant mieux pour moi, j'irai au paradis. Et si c'est vous, tant pis pour vous. Sachez une chose que moi aussi j'en laisserai beaucoup d'entre vous. Ouais, c'est ce qu'on va voir, hein. C'est ce qu'on va voir. À 23h, le raid donne l'assaut. Les premières grenades en fait qui vont être lancées le sont sur les volets du balcon et sur la fenêtre de la cuisine. Les volets sont des volets en fer et ils sont fermés. Et on a des systèmes, nous, de grenades qui, à l'impact, ouvrent les battants. Et au moment où on lance les premières grenades, on entend 2 coups de feu vers la rue. Et puis plus rien. Plus de contact. Il ne nous répond plus au talkie-walkie, il ne répond plus à la voix. Il n'y a plus de riposte. Mohamed Merah s'est-il donné la mort? Le patron du raid en doute. Toute la nuit, il envoie des grenades à intervalles réguliers. Les grenades qui vont suivre vont être plus pour lui mettre de la pression, l'empêcher de se reposer, voire même de créer une réaction qui pourrait peut-être à un moment donné lui faire prendre conscience que peut-être que la meilleure solution c'est de se rendre. Et comme justement il répond pas, on se dit de toute façon que les chances qu'il se rende s'amenuisent, qu'il va falloir rentrer dans l'appartement, qu'il va falloir l'investir, donc on est tout doucement en train de préparer notre assaut. 6h du matin. Sans nouvelles de Merah, les hommes du raid cherchent à le localiser. Donc, ce qu'il est décidé dans un premier temps, c'est de faire une phase de travail technique. Donc avec une partie de mes effectifs, on va à l'aide de caméras voir un petit peu ce qu'il en est, de manière justement à pouvoir le localiser dans l'appartement. Les éléments de sonar que nous avons nous indiquent qu'il y a toujours un corps dégageant de la chaleur derrière le mur de la salle de bain. Merah est probablement retranché dans la salle de bain. Les hommes du raid se mettent en place. Une équipe à l'entrée de l'appartement, une autre sur le balcon. De l'autre côté de la rue, les snipers assurent leur sécurité. À 10h45, tout est prêt. L'assaut peut commencer. Les 2 parties commencent à progresser. On voit rien, hein. Il n'y a plus d'électricité, il y a plein d'eau, on voit pas bien où on met les pieds, il y a des meubles partout par terre qui sont mis sous forme de barricade et donc on progresse tout doucement. Il n'est pas grand l'appartement, hein, c'est un 2 pièces. Hein. On va mettre pas loin d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour arriver jusqu'à la salle de bain. Et puis au moment où on arrive sur la zone de la salle de bain, on commence à percer le placo-plâtre de la salle de bain pour essayer d'y passer des grenades. Et c'est à ce moment-là que Mohamed Merah sort de la salle de bain, arme au poing, tire sur les 2 axes de progression qui étaient en cours, celui qui venait de la fenêtre et du balcon et celui qui venait de la porte d'entrée de l'appartement. En réalité, c'est Mohamed Merah qui donne l'assaut aux policiers. J'imaginais le courage des gens du raid qui, quand ils interviennent et qu'ils se font tirer dessus au 11-43, eux, ils essayaient, avec le taser, de le neutraliser. Le but, c'était de le prendre vivant. Un policier est touché au cou. Le patron du raid autorise ses hommes à faire feu, mais sur des zones non létales. La chose extraordinaire, c'est que ça ne produit aucun effet sur sa personne. Et à telle enseigne qu'il commence à progresser vers le balcon. Là, il y a un sniper qui le touche à la main, mais ça ne change absolument rien. Il continue et il a réussi à passer la main au-dessus du balcon et à tirer sur les opérateurs qui étaient juste en dessous. Tout s'est passé extrêmement vite, hein. On parle de fractions de secondes. Il apparaît au balcon, il tire sur tout ce qu'il voit et quasiment simultanément, je sens une douleur assez vive au pied gauche. Un blessé, on évacue, un autre blessé, on évacue. Je me dis,
Si, mais il va nous en tuer combien, quoi. Vous entendez des vacarmes, des échanges de tirs, vous ne savez pas qui est qui fait quoi. C'est des périodes qui sont effectivement des périodes de très forte angoisse et anxiété. Là, je me dis, là maintenant c'est plus possible, parce que là il peut tirer dans tous les sens, y compris jusqu'au camion des pompiers qui était à 150 mètres et qui bloquait la rue. Des journalistes étaient finalement pas si loin que ça derrière. Et à ce moment-là, c'est plus possible. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une zone confinée et la situation, si vous voulez pas qu'elle vous échappe, il n'y a plus d'autres moyens. Les snipers donc, ont fait un tir de riposte. Il va basculer sur le dehors du balcon et se trouver donc, dans la rue du Sergent Vignier. Le terroriste est mort. C'était, je crois vraiment pour tout le monde, un épilogue qui n'était pas prévu. Ça veut dire qu'on ne pourra pas l'entendre, ça pourra dire qu'il ne sera pas jugé, ça veut dire qu'il ne rendra pas ses comptes tels qu'on entend qu'on rende ses comptes dans la justice en France, en étant devant un tribunal et une cour d'assises, et en s'expliquant et en étant jugé. Le but est évidemment jamais que la personne soit tuée lors de son interpellation. La polémique immédiate, c'est pourquoi on n'a pas eu vivant, pourquoi on n'a pas fait ci, ça, des donneurs de leçons, on n'en manque pas. On est allé au bout de ce qu'on pouvait faire. Mais c'est la première fois qu'on avait rencontré un kamikaze sur notre sol, de toute façon. Et je me dis, Dieu merci, j'ai pas eu de mort. Parce que moi, c'est ça qui m'importe. Reste. Après 10 jours de traque et 30 heures de siège, le terroriste est hors d'état de nuire. Mais sa mort ne met pas un terme à l'enquête. Les familles veulent comprendre et l'État a besoin de savoir pour lutter contre le terrorisme. L'instruction doit notamment déterminer si Mohamed Merah était un loup solitaire ou s'il avait des complices. Si Mohamed Merah a bénéficié de complicité, c'est d'abord dans son cercle le plus proche qu'il faut les chercher. À commencer par son frère, que les policiers interrogent immédiatement en garde à vue. Abdelkader Merah s'en cache pas. Il dit « j'ai une pratique radicale de la religion ». Il s'en cache pas, il assume, etc. Il emploie le terme d'être fier de son frère. Il va être aussi découvert un iPod sur Abdelkader Merah, dans lequel il y a des passages d'un émir qui donne des conseils à des djihadistes en herbe pour pouvoir échapper à la police, au service enquêteur, qui semble être en adéquation avec ce qu'a fait Mohamed Merah. Dans ces fichiers, le mode d'emploi du parfait djihadiste appliqué à la lettre par Mohamed Merah. Le terroriste pourrait donc avoir été inspiré et conseillé par son frère. Mais lui a-t-il demandé une aide technique, matérielle? Les policiers n'ont rien, aucune preuve. Alors ils discutent avec Abdelkader. Des attentats, du scooter. Saviez-vous que votre frère possédait un T-Max? Et le gardé à vue va leur livrer l'information qui change tout. J'étais avec lui quand il l'a volé. Si on arrive à déterminer qu'effectivement il a participé en connaissance de cause au vol d'un scooter que va ensuite utiliser Mohamed Merah pour l'ensemble des actes qu'il accomplit, ça constitue un élément matériel de la complicité. Abdelkader Merah n'est pas avare de détails. Il raconte que Mohamed a loué une Clio. Et le 6 mars, 5 jours avant le premier attentat, ils sont partis tous les deux en repérage. C'est Abdelkader qui conduisait. Quand Mohamed a repéré un scooter garé moteur en marche sur le parking d'un garage automobile, il a demandé à son frère de s'arrêter. 1 minute plus tard, il sortait en trombe au guidon du scooter. On s'aperçoit que ce même 6 mars, juste avant le vol du scooter, Abdelkader Merah et Mohamed Merah vont ensemble dans un magasin d'accessoires moto et vont acheter un blouson. Le blouson que Mohamed Merah portait pendant tous ses crimes. C'est Abdelkader qui a réglé la facture. Quelques jours plus tard, toute la presse parlera d'un tueur au T-Max avec un blouson noir. Abdelkader pouvait-il l'ignorer? Le 6 mars, soyons clairs,
Les deux frères ne se quittent pas. Ils sont en contact constant. Donc je dirais que la journée du 6 mars, c'est un élément très sérieux qui permet donc de retenir la complicité d'assassinat. Mohamed Merah avait-il informé son frère de ses projets d'attentat? Abdelkader jure qu'il n'en savait rien. Difficile de prouver le contraire. Mohamed Merah n'a jamais eu de téléphone portable. Alors, les policiers multiplient les auditions pour reconstituer son emploi du temps et celui de son frère. L'enquête va aussi permettre d'établir que Mohamed Merah et Abdelkader Merah ont alterné des périodes où ils se parlaient et des périodes où ils ne se parlaient plus. Et puis ensuite, lorsque les attentats vont commencer, ils vont se rencontrer presque systématiquement, soit juste avant, soit juste après les faits. Et ces rencontres-là ne permettent pas d'imaginer qu'Abdelkader ne savait pas ce qui était en train d'être fomenté par son frère. D'autant plus que lui, il est dans la radicalité islamiste depuis des années. Et effectivement, on sait très bien qu'il a pu servir à un moment donné de mentor, d'idéologue auprès de son jeune frère, qui lui était plus le bras armé. Et donc, notre instruction permet de dire oui, il faut qu'il y ait ce débat, oui, il faut que Abdelkader Merah comparaisse pour qu'effectivement il soit jugé sur ces éléments que l'on a recueillis. L'instruction cherche aussi à savoir comment Mohamed Merah s'est procuré ses armes. Les policiers continuent donc les auditions dans son entourage et entendent un certain Feta Malki, notoirement connu comme le commercial du quartier des Izards. En garde à vue, l'homme finit par reconnaître qu'il a vendu à Mohamed Merah un gilet pare-balles et qu'il lui a donné des armes. Un aveu qui colle avec les déclarations du terroriste. Dans les négociations, Mohamed Merah dit à un moment donné, les armes étaient humides et l'Ouzi s'est enrayé parce qu'il était tout rouillé et encore humide. Et on sait, parce que va dire Feta Malki, qu'il avait enterré ses armes et qu'il avait énormément plu et que c'est parce qu'il avait plu qu'il les avait déterrées. Donc il y a véritablement là une concordance. Mais pour Feta Malki, on n'arrive pas à déterminer qu'il y a eu une complicité. Là, pour le coup, il y avait un acte matériel, mais il nous faut aussi l'intention. Et là, l'intention, on n'a pas eu. Feta Malki et Abdelkader Merah sont donc renvoyés tous les deux devant une cour d'assises spéciale à Paris, constituée de magistrats professionnels. En octobre 2017, Abdelkader Merah est reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Feta Malki prend 14 ans. Mais en appel, le verdict est allégé pour le vendeur d'armes. 10 ans. Tandis que la peine s'alourdit pour Abdelkader Merah. Cette fois, la Cour retient la complicité d'assassinat et le condamne à 30 ans de prison. Mohamed Merah, lui, a échappé à jamais à la justice des hommes.